Bonjour à tous, merci d'être présents pour notre présentation. Donc je me présente, je m'appelle Marc Barra, je travaille au sein de la DSI de GRDF, au sein d'une entité qui s'appelle la Geofactory, qui travaille autour de tout ce qui va avoir trait à la cartographie numérique. Et je serai accompagné pour la présentation de Farid Bouja, qui travaille également avec moi. On va présenter rapidement l'ordre du jour. Donc, dans un premier temps, on présentera précisément notre entité et nos activités au quotidien, nos missions. Ensuite, on balayera rapidement de manière générale l'usage de FME au sein de nos systèmes d'information. Et ensuite, on présentera deux grands cas d'usage qu'on peut développer au sein de la Geofactory, à la fois autour de ce que nous on appelle notre infrastructure de données spatiales, qui a vocation à centraliser les données, et le delivery également pour finir, qui est une approche agile et rapide de production de données spatiales et d'intelligence autour des thématiques cartographiques. Alors la Geofactory, c'est quoi? Il faut savoir que chez GRDF, il y a encore 6-7 ans, la cartographie était une affaire d'experts et il a été décidé justement de créer une équipe dédiée aux thématiques cartographiques pour démocratiser justement l'usage de la cartographie, faire comprendre ce que c'est qu'une donnée spatiale et le potentiel qu'il y a derrière. Donc, nos activités hein, au sein de la Geofactory, donc on est une équipe à peu près d'une 20 à 25 personnes. On est organisé autour de quatre axes donc, qui sont représentés ici. Donc, acculturation, formation. Donc, on réalise des webinaires hein, un peu pour présenter ce que c'est que l'analyse spatiale, ce que c'est qu'un outil de carte web, etc. Les différents outils, donc notamment FME, mais on a d'autres outils comme QGIS, comme des outils autour de Small World hein, pour le réseau, donc GSA. On propose des formations soit généralistes, donc par le biais de webinaires, soit des formations sur mesure pour des entités particulières pour les aider à développer des activités autour de la cartographie, à maîtriser leurs données spatiales, etc. Donc, on met à disposition aussi des espaces de partage sur SharePoint hein, pour ces formations. On a également une activité de conseil hein, autour de l'expertise de la donnée, autour de traitements spatiaux à réaliser. Donc, on accompagne des équipes pour tout ou partie de la réalisation de systèmes. On a la partie build, donc là, c'est vraiment la réalisation complète d'un système, là, pour le coup, avec développement de solutions cartographiques spécifiques. Donc, on a des systèmes d'information de notre côté qui nous permettent de mettre en place des processus projets hein, pour cadrer un besoin spécifique pour un métier, que nos différents métiers hein, au sein de la DSI GRDF, ça peut être le développement, le marketing, le métier sur le terrain, les agents de terrain, ça peut être le développement de tout ce qui va être autour des gaz verts, hein, qui est aujourd'hui une dimension majeure chez GRDF. Donc voilà, on les accompagne pour produire des applications cartographiques, en grande majorité web, mais également des applications de type client lourd, hein, pour leur permettre d'avoir des applications vraiment centrées autour de la cartographie. Et enfin, on a une activité donc autour du support et de la MCO, justement des applications à façon qu'on a développées. Donc, on assure le maintien en conditions opérationnelles. On a une TMA qui nous appuie là-dessus. On a également les éditeurs et nos partenaires, donc VRMS notamment, hein, pour tout ce qui touche autour des produits FME. Et on mentionne qu'on repose sur des socles techniques. Donc l'idée de notre côté, au-delà de démocratiser l'accès aux données spatiales et aux usages de la cartographie, c'était de créer des grands systèmes d'information au sein de la SIGRDF justement
pour communiquer les informations, pour échanger des données. Donc ça, on a développé tout un socle spatial autour de trois axes principaux. On a le socle GasMaps, donc ça, c'est nos développements à façon dont je parlais précédemment, autour des technologies Esri, des technologies Esri, JavaScript, web et également mobile. On a aussi un socle qu'on appelle Wemaps. Donc ça, c'est basé sur la technologie Esri Portal. Donc ça nous permet d'avoir un espace un petit peu dit de self-service où les utilisateurs peuvent créer des cartes très rapidement et créer également des applications dans des temps très rapides. Donc par opposition au développement à façon, hein, qui sont des processus beaucoup plus industrialisés. Et enfin, on a un socle, donc l'infrastructure de données spatiales, qu'on présentera brièvement juste après, qui va être notre entrepôt de données spatiales, qui va nous permettre de centraliser hein, toutes les données du SIGRDF qui ont une dimension cartographique, et également de centraliser des services transverses à destination alors de GasMaps et Wemaps en interne, mais également de tout le SIGRDF, voire même à destination de l'externe pour nos partenaires, les collectivités territoriales ou autres. Et après, on a d'autres systèmes d'information un peu plus confidentiels autour de une base de données d'adresses GRDF qu'on appelle norme adresse, hein, qui est déployé sur AWS. Et on a également un géocodeur dit de masse pour, autour des produits Esri et qui nous permettent également de certaines fonctionnalités hein, autour du calcul de la distance au réseau, etc. Pour nos clients. Donc voilà pour le panorama autour de la Geofactory. Un focus sur FME au sein de la Geofactory. Alors, qu'est-ce que nous permet FME au sein de la Geofactory? Alors, ça va être pour tous nos processus industrialisés, ça va être l'intégration de données qui viennent d'autres référentiels, hein. Le SIGRDF, c'est des centaines d'applications. Nous, on s'inscrit dans cet écosystème et on essaye d'intégrer un maximum de données pour pouvoir leur adjoindre la composante spatiale et ensuite les diffuser au sein des différents SIGRDF. Donc là, la puissance de FME là-dessus, c'est vraiment la possibilité de lire et de convertir différents formats de façon native. Donc nous, dans nos systèmes au sein de GRDF, on a vraiment un cadre technique très très large. En termes de base de données, on a du Oracle sur Exadata, on a du PostgreSQL, on a également du SQL Server. Voilà, on a des technologies Esri autour de la donnée spatiale avec des files GDB, du Shape. On a également des données Small World. On a également des données d'imagerie avec du LIDAR. On a du MNT. On a des produits d'imagerie type orthophoto. Donc voilà, une grande richesse de formats. Et ça, FME est le pivot pour lire tous ces formats et les convertir dans des formats qui sont ceux de nos systèmes d'information au sein de la Geofactory. Et également, la richesse pour l'intégration des données, c'est autour de la robustesse hein, des FME, qui est un produit qui permet d'industrialiser des chaînes de traitement critiques, et la performance du moteur spatial, parce on a des contraintes temporelles et des volumes importants de données à traiter, et là, FME prend tout son sens. Également, pourquoi FME? Parce que il y a énormément de traitements d'analyse spatiale qui sont disponibles en natif. Donc, je mets un grand nombre d'algorithmes d'état de l'art dans le domaine spatial, méthodologie des plus proches voisins, etc. Vous connaissez déjà tout ça. Ça nous permet d'avoir des développements qui sont simplifiés, hein. Donc, nous, l'objectif, c'est de réduire les coûts. Donc, FME permet des développements beaucoup plus courts il y a déjà énormément de choses qui sont déjà développées, prêtes à l'emploi. Et enfin, je dirais que ça s'inscrit quand même dans un cadre technique moderne, même autour des traitements d'analyse spatiaux, de plus en plus avec Python et la data science. Là, dans les dernières versions d'FME, tout ce qui tourne autour de l'intelligence artificielle et du machine learning. Donc tout ça, ça nous permet vraiment de moderniser nos systèmes.
Et enfin, je dirais FME au sein de la Geofactory. Ce qui est intéressant pour nous, c'est que c'est un écosystème riche en termes d'applications. Alors, on n'utilise pas tout. Nous, on utilise principalement FME Server, qui va être notre brique d'ordonnancement de nos traitements et d'automatisation et de vérification que les traitements sont bien traités, reprise d'erreurs, etc. Donc, c'est l'idée de robustesse, hein, qu'on développait précédemment. FME Workbench, évidemment, pour les développements, ça va de pair avec FME Server. On l'utilise aussi pour paralléliser des gros traitements de volume de données massifs. Donc FME Workbench, on peut le paralléliser avec une licence jusqu'à 7 fois sur une machine. Donc nous, on a des clusters de machines FME Workbench qui nous permettent de traiter des données notamment autour de la grande échelle, hein, qui est le patrimoine réseau GRDF. Et donc ça, c'est des volumétries qu'on pourrait qualifier de big data. Donc là, vraiment, ça prend tout son sens pour nous de pouvoir paralléliser autant les traitements. Et on a également un environnement de mise à disposition d'applications FME, prêtes à l'emploi, avec un formulaire qui demande des fichiers à traiter, des paramètres en entrée à spécifier, qui produit un résultat. Donc ça, on utilise aussi FME Quick Translator, notamment sur des environnements Citrix, hein, qui nous permettent d'avoir des environnements un petit peu de self-service pour les utilisateurs. Donc là, on va vous présenter rapidement des cas d'usage, hein, qu'on peut faire autour de FME, donc autour de l'infrastructure de données spatiales, hein, donc qui est notre SI pour centraliser et diffuser la donnée spatiale au sein de GRDF. Rapidement, un schéma fonctionnel de l'infrastructure de données spatiales. Donc, on a un bloc, un premier bloc qui va être centré autour de toutes les données, hein, qu'on va intégrer de notre côté, des SI métiers, des référentiels de données externes, les données hygiène, etc., les données qu'on va acheter, des données business, etc. Donc, tout ça, ce sont des multitudes de sources de données qui peuvent être du Oracle, des fichiers CSV à plat, des fichiers cartographiques ou non. Donc tout ça, après, on a notre bloc d'intégration de données, dont FME est la pierre angulaire. Alors là, effectivement, on a d'autres éléments, hein, qui peuvent être complémentaires, hein, comme Python, comme ArcGIS, qui sont utilisés aussi dans FME, comme SQL. Et puis Swag, qui est un produit spécifique, hein, autour des données Small World, puisque le SIG GRDF est sous technologie Small World, donc c'est des formats un petit peu spécifiques. Donc on s'adjoint d'un ETL dédié pour ça. Mais voilà, FME représente 80-90% des traitements d'intégration des données. Et ensuite, donc on a notre grande base de données avec les données du patrimoine, donc grande échelle comme je le disais, le SIG, les données de la GMA, etc. Des données plutôt business et les référentiels de données externes. Donc autour de ça, on y adjoint un catalogue de données, hein. Aujourd'hui, on est parti sur une solution ISOGEO là-dessus. Toute une thématique autour de l'habilitation des données, hein, parce qu'il y a vraiment une notion de confidentialité autour des données GRDF, à qui la diffuser, hein, et parfois en externe, évidemment. Et puis la diffusion vers les systèmes d'information GRDF. Je vous les détaille pas tous, mais voilà, il y a de l'interne et de l'externe, donc et bientôt des initiatives autour de l'open data. Donc voilà, tout ça, c'est l'infrastructure de données spatiales. Donc, l'idée là, c'était de vous présenter un cas d'usage typique qu'on peut retrouver dans l'IDS et là où FME nous aide. Par exemple, une des grandes thématiques qu'on a dans l'IDS, c'est l'enrichissement des données du SIG, notamment autour des données dites de branchement. Alors GRDF, c'est un distributeur de réseau. Donc vous allez avoir des grandes canalisations de réseau, hein, pour vous distribuer chez les particuliers. Et entre le réseau et le particulier, c'est ce que nous, on appelle le branchement. Donc ça, c'est quelque chose qui légalement n'est pas obligatoire dans le recensement et sur lequel, effectivement, le patrimoine GRDF est en cours d'enrichissement. Donc la base de données IDS est un bon moyen d'enrichir cette donnée-là, on croise tous les référentiels de données cartographiques ou non de GRDF. Donc l'idée de FME, c'est vraiment de prendre cette multitude de sources de données, hein, ce que nous, on va appeler les coffrets, donc c'est les branchements, les PCE qui sont nos clients, des données externes, donc de la BD topo, hygiène, donc bâtiment, les données de la BD parcellaire, et notre propre réseau, donc qui vient du SIG. Donc de croiser toutes ces données-là et par des outils d'analyse spatiale
justement de dégager des appariements, on va dire. Donc là, vous retrouvez dans ce schéma les différentes sources de données qu'on peut retrouver, hein. On a même des données SAP. Donc voilà, l'avantage de FME là-dessus, c'est ça, la possibilité d'avoir accès à une multitude de sources de données. Dedans, on a un outil de rapprochement géographique qui est un outil d'analyse par itération et qui va nous permettre de rapprocher nos clients et de déterminer les branchements suivant différents types de méthodologies. Donc, Mythic, c'est à peu près une douzaine de workbench FME hein, qui sont à l'œuvre et qu'on lance de manière itérative avec des paramètres modifiés pour l'objectif, c'est pour chaque commune de déterminer vraiment les clients et les branchements. Et donc, on fait cette itération et à la fin, on a des résultats par différents types de méthodologies, donc qui sont ici. Donc, les croisements avec les données de la grande échelle, par trois méthodologies, avec les données du SIG ou par interpolation d'adresses, etc. Donc ça, on lance aujourd'hui une douzaine de traitements dans FME Server par commune. Donc FME Server nous permet justement d'ordonnancer des gros batchs de traitements où on va lancer peut-être un lot de 100 communes à traiter et FME Server va ordonnancer tout ça et en sortie on produit des fichiers CSV hein, spatiaux qui vont alimenter le SIG GRDF et rétablir la position des branchements. Là, l'idée était voilà, de montrer ce qu'on pouvait faire. Donc là, par exemple, vous voyez, les petits ronds sont des clients. Vous avez des points pour représenter des coffrets. Et donc, l'idée dans nos traitements FME, bah, ça va être des traitements d'analyse spatiaux avec des buffers de différentes tailles, de 3, de 8 et de 15 mètres, hein, donc par itération successive, et de trouver des plus proches voisins et des couples non ambigu pour rapprocher un client de son branchement. Et donc voilà, là où il y a des ambiguïtés, on ne les prend pas. Donc voilà, FME, là, sa puissance, c'est vraiment les outils d'analyse spatiaux comme le buffer, comme l'intersection spatiale, comme l'agrégation, et le tout dans un cadre ordonnancé, séquencé et performant, puisqu'on doit traiter une dizaine de milliers de communes en gaz et 14 millions de clients à travers la France. Donc, une performance attendue autour de ça. Donc voilà pour l'infrastructure de données spatiales. Donc je vais laisser Farid prendre la main sur la partie delivery et il vous fera une petite démonstration également. Merci Marc. Moi, je m'appelle Farid Bouja, je suis expert données au sein de la Geofactory. Euh, pour la partie délivrée, en fait, c'est une petite équipe au sein de délivrée qui répond aux demandes de nos clients, des demandes rapides, des traitements à faire rapidement. Voilà. Donc là, par exemple, un cas d'usage délivré, je cite par exemple le service qu'on a mis pour la planification opérateur-compteur, à savoir de faire de l'interpolation des zones de couverture. La cellule planification a besoin d'un service qui permet de récupérer la liste des compteurs qui sont dans une zone de couverture. Donc, ils ont un outil qui génère ces zones de couverture dans toute la France. Et du coup, donc, le besoin, c'est en fait, ils déposent ces zones de couverture sous format des fichiers shape compressés. Et nous, donc, Geofactory, il a mis en place un service qui permet d'absorber à FME Server, de faire un listener sur le répertoire de dépôt, récupérer les fichiers, puis les traiter et faire une jointure spatiale dans notre base Oracle. Et le résultat sera déposé dans un répertoire de sortie, out,
qui permet à la planification voilà, de les récupérer et de les exploiter avec leurs outils. Donc, j'ai mis une petite image là d'un exemple d'une zone et nous, on affiche tous les points qui sont à l'intérieur de cette zone. Et le résultat, c'est un fichier CSV qui contient les compteurs, c'est-à-dire les compteurs et leurs positions et leurs adresses. Je rajoute deux choses ici. Donc, les exigences de cette demande de service, c'est qu'en fait, qu'il y a plus de 20 utilisateurs qui utilisent le service. Et aussi, parfois, il y a des montées de charges qui peuvent aller jusqu'à 10 000 fichiers par jour. Pas tous les jours, mais il y a des jours où on reçoit 10 000 fichiers. Donc là, FME Server, on voit sa capacité à gérer ce flux important de fichiers en un temps record. Donc, si on va faire une démonstration de ce service, là, en fait, c'est un cas typique sur FME Server. C'est en fait, c'est faire une notification. À la fois, donc, voilà, on commence toujours par un topic, à créer un topic. Directory Watch In que j'ai créé ici pour publier mon service là. Publier, elle est là. Donc, en gros, j'ai dit voilà, donc c'est le protocole, c'est Directory Watch, voilà, donc c'est un déclencheur sur un trigger sur un répertoire. Donc, je renseigne ici le nom de mon topic et voilà, donc par défaut, donc on renseigne le répertoire où on va faire ce déclencheur et le type, l'événement qu'on va déclencher. Est-ce que c'est à la création ou bien à la modification de fichier? Pour nous, ce qui nous intéresse, c'est la création de fichier. Donc, une fois que le topic la publication est faite, donc après, c'est la subscription. Dans la subscription, on renseigne ce qui sera déclenché via la dépose de fichiers. Donc, c'est un traitement, c'est un workbench qu'on a développé pour ce traitement-là. Donc, avec les paramètres en entrée les paramètres publiés de Workbench, à savoir le répertoire de sortie. On a aussi un seuil maximum de la zone à traiter parce que pour éviter qu'un utilisateur mette la France entière pour le traitement. Voilà, donc là, on a limité les traitements à 500 km carrés. Voilà encore un type de workbench qu'on a développé là-dessus. Donc, c'est très classique. En fait, là, on se base donc par lire un fichier. Là, ici, donc, on passe par un fichier JSON. On fait la lecture. Il y a des traitements pour calculer la zone et faire la reprojection parce qu'on travaille avec le WGS 84. Et après, le plus important ici, c'est la partie de Future Major parce que c'est le transformer qui répond à notre besoin parce que là, il faut penser aux performances et surtout aux performances et le nombre de traitements par jour à traiter. Donc là, ce transformer répond là très bien à notre besoin par rapport, par exemple, à Future Major ou bien Joiner, etc. Ça, c'est très important à savoir. Et là, donc, une partie d'erreurs à gérer parce qu'il y a pas mal de règles de gestion qui sont mises en place. Et à la fin, donc, un fichier CSV avec les informations qu'on veut afficher et aussi les statistiques parce que dans la base, chaque traitement, on garde
on stocke le nom de fichier, la date de traitement, le nombre de PCE le nombre de compteurs qui sont à l'intérieur, la superficie de la zone, l'état de traitement, est-ce que c'est au chaos, et si c'est en échec, le message d'erreur. Voilà. Et ça nous permet aussi de faire des stats, le nombre de traitements effectués par jour et par mois et par année, parce que c'est un projet. En fait, c'est un traitement qui dure au moins 3 ans. Donc, ici, bon, c'est simple, hein, c'est pas ça, donc, on le voit aussi dans des formations FME, serveur, c'est ça en fait. Donc on dépose les fichiers, les zones de couverture dans le répertoire de dépôt. Déjà, on remarque il y a déjà quelques-uns qui sont absorbés, qui sont pour traiter, qui soient traités. Et voilà, donc une fois qu'ils sont traités, voilà, on voit que le répertoire est vide après. Voilà, c'est rapide parce qu'il faut savoir que dans notre base, on a à peu près entre 14 et 15 millions. On a à peu près, normalement, on a 15 millions de PCE dans notre base. Voilà, donc le résultat, donc si je viens ici, donc voilà, donc j'ai déjà des fichiers qui sont là avec la date du jour et l'heure du jour. Voilà, donc ici, je prends par exemple un fichier là, donc edit, j'ai bien mes informations avec les numéros de compteur, les coordonnées XY et la ville, et la ville où se trouve le point. Voilà. Donc, voilà une petite démonstration sur un des services qu'on développe côté des delivery. Merci à tous pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup pour cette présentation. On va maintenant passer à une séance de questions-réponses. Passer tout de suite par une première question de Monsieur Stéphane Rageot. Alors, utilisez-vous des données au standard PCRS pour alimenter le fond de plan de votre base grande échelle? Si oui, ces intégrations sont-elles gérées par la Geofactory? Et puis, j'ai une autre question un peu similaire concernant StarDT. Donc, cette fois-ci, plus le fond de plan, mais le réseau lui-même. Pour répondre à la question, donc du coup, le PCRS, alors là, on va parler Enfin, il y a deux streams, on va dire, dans le PCRS vecteur, le PCRS raster. Donc, le PCRS raster, je vais pas m'étendre dessus parce qu'on est encore en phase exploratoire, on va dire. Par contre, sur la partie PCRS vecteur, effectivement, aujourd'hui, comment ça fonctionne? Donc, effectivement, on l'intègre, nous, à ce qu'on appelle la grande échelle chez GRDF. Donc, c'est la vision la plus précise de notre réseau à l'échelle 200e. Donc, dans ce cadre-là, en fait, on utilise FME aussi pour tout ce qui est vérification de la conformité du GML. Également, on importe cette donnée GML, on la transforme, on la met dans notre base de données et on propose une carte. Alors pour l'instant, c'est pas automatisé, c'est vraiment manuel pour les cartographes, pour qu'ils puissent comparer entre le PCRS reçu et les éléments du fond de plan qui sont déjà présents dans nos plans grande échelle. Et donc, par ce biais-là, ils contrôlent un petit peu l'exhaustivité, le bon calage, etc. Et ensuite, après cette analyse-là, effectivement, il y a eu un développement de notre côté alors nous, la grande échelle, ce sont des plans au format DGN, donc de l'outil de CAO Micro Bentley Station. Donc, il y a un outil qui permet de récupérer ces PCRS une fois qu'on a validé leur qualité, on va dire, et on les intègre directement dans les plans DGN. Et donc, après, on ne distingue plus entre le PCRS et le fond de plan qui est produit en interne. Voilà. Et pour StarDT, alors je connaissais pas du tout cette extension. Il faudrait qu'on regarde autour de ça. Donc, merci pour la présentation précédente, pardon. Ok, parfait. Ensuite, autre question.
question au niveau de l'intégration des plans dont vous parliez. Est-ce que vous avez mis en place des procédures de contrôle qualité? Parce qu'on sait souvent que ça c'est moi qui rajoute, le passage CAO vers SIG n'est pas toujours très simple, il y a souvent des problèmes de qualité. Est-ce que vous avez mis en place des procédures pour régler ce problème? Alors, sur ça, effectivement, on a, nous, un certain nombre de contrôles sur des dénombrements d'objets, ce genre de choses. Et également, effectivement, vous avez raison, le passage du CAO à SIG peut nous causer on va dire des problématiques sur l'intégration, notamment des géométries. Parce qu'elles ne sont pas valides dans le format dans lequel on le stocke. Nous, on stocke ça dans une base de données Oracle spatiale. Et effectivement, il y a des éléments qui passent pas. Donc nous, on utilise différents algorithmes qui sont proposés en standard dans FME pour corriger ces géométries-là. Ce qu'on fait, nous, c'est que on garde trace de la géométrie primitive et on garde l'information comme quoi ces géométries-là ont été corrigées, et ensuite on a des rapports qui sont produits qui nous permettent justement d'aller analyser sur les plans effectivement où il y a eu des corrections, pour vérifier que les corrections sont OK ou pas. Alors, je vous avoue que c'est un travail de fourmi, hein, on regarde pas l'exhaustivité de ça. Mais voilà, on va dire les contrôles qu'on met en place sur ce sujet. Parfait. Alors, j'ai deux questions qui me semblent plus concerner le projet Delivery. La première, si plusieurs utilisateurs lancent le traitement en même temps, comment les utilisateurs retrouvent-ils leurs données? Moi, j'interprète un petit peu dans le out, donc je pense que c'est le répertoire de sortie, qui doit du coup contenir les données de tout le monde. Puis j'ai une autre question un peu similaire dans le projet Delivery. Comment gérez-vous l'identité des utilisateurs ayant déposé des fichiers dans les répertoires traités automatiquement par FME Server? Pour Monsieur Bouja, peut-être, je pense plutôt. Oui. En fait, dans ce cas d'usage, l'identité n'est pas gérée, n'est pas gérée dans ce cas pour une simple raison, parce qu'en fait, on va dire 90% des traitements sont issus d'une application. C'est une application qui s'appelle Planet. Cette application, ce qu'il fait, c'est qu'en fait, il génère et produit les zones de couverture. Donc, cette application, la plupart du temps, surtout sur de gros volumes, c'est elle qui pousse les données via SFTP dans le répertoire. Et derrière, donc, le traitement il s'effectue. Et derrière aussi, une fois que les données sont gérées, dans l'application, c'est elle qui gère la réception et le traitement de ces fichiers-là à partir des noms des fichiers. En fait, les noms des fichiers, généralement, ils contiennent le code de commune, etc. Donc, il y a des codes derrière. Donc, les utilisateurs, généralement, qui déposent des fichiers, généralement, sont des utilisateurs qui traitent une zone particulière ou bien dans une commune. Donc, ils savent, à partir de l'application Planète, récupérer leurs données. Voilà. Donc, nous, on stocke pas l'identité d'utilisateur parce que c'est une équipe de planificateurs. Toute dernière question. On voit que donc toujours sur Delivery, on voit que ce qui a été développé sur FME Server, ça a été fait avec l'ancienne technologie, alors qui est toujours en vigueur dans FME Server, qui s'appelle mode notification. Depuis l'année dernière, il y a le mode automation qui est apparu, qui est a priori plus simple d'utilisation. Est-ce que vous avez eu le temps d'étudier une éventuelle portabilité de ces scripts? Et est-ce qu'à votre connaissance, le mode automation permettrait de faire la même chose, ou est-ce qu'il manque encore des choses dans le mode automation pour remplacer ce que vous avez fait en mode notification?
Depuis l'année dernière, c'est vrai quand j'ai suivi la formation de la formation de FME et la présence l'existence d'automatisation, j'ai vite dit bon, c'est vraiment intéressant pour les cas par exemple de traitement des zones de couverture. Mais malheureusement, en fait, l'année dernière, donc on a déjà mis le process en prod et voilà, donc non, on n'a pas étudié l'évolution de traitement en passant par l'automatisation. Par contre, à ma connaissance et avec ce que j'ai regardé, oui, ça répond très bien à ce type d'utilisation. Automatisation est beaucoup plus, je pense, qui simplifie le traitement et surtout la maintenance du service. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Barra, Monsieur Bouja, pour cette présentation très intéressante, pour vos réponses et puis pour votre présence. Merci encore une fois. Merci pour l'invitation et bonne journée à tous. Merci. Merci pour l'invitation et bonne journée.